En application des consignes gouvernementales, nous vous demandons de porter un masque tout au long de votre trajet, de respecter la signalétique de distanciation physique et les gestes barrières. Pour notre santé à tous, et parce que l'on tient à vous, appliquons les bons gestes et restons mobilisés, ensemble. Nous aspirons tous à nous retrouver. Des terrasses au musée, des salles obscures aux salles de classe, le monde d'avant semble à notre portée. Sans cesse repoussés, ces retrouvailles finiront bien par arriver. Pourtant, il y aurait un risque à penser qu'il ne s'est rien passé. Personne autour de nous n'a imaginé un jour qu'on allait arrêter le monde. C'est un électrochoc et comme toutes les crises, ça accélère des tendances. Rien ne sera plus jamais vraiment pareil. Nous venons de traverser une période qui va nous marquer durablement. Il y avait cet incroyable paradoxe. Ma façon de prendre soin des autres et de m'isoler des autres. C'est extrêmement délétère psychiquement. C'est extrêmement violent. Il faut en sortir. Il faut comprendre que c'était une page hors norme, exceptionnelle, anormale, que prendre soin de l'autre, ce n'est pas m'isoler de lui. Nous avons pris le temps de nous redécouvrir, de réfléchir au sens de nos vies. On estime qu'il y a 10% des gens qui ont décidé de changer de chemin. Ça fait 4,5 millions de personnes. C'est pas rien. Nous avons expérimenté une nouvelle manière d'échanger et de travailler. Moi, je trouve que l'année qu'on vient de passer nous a appris une quantité de choses absolument passionnantes. Sur nous-mêmes, sur la relation au travail, sur la façon d'être avec les autres, de re-hiérarchiser ce qui est important dans nos vies. Et donc, on s'oriente vers des tas de situations à nouveau très inconnues. Mais c'est merveilleux de ce qu'on en apprend. Nos relations aux autres ont été profondément bouleversées. Et ce n'est qu'un début. Je vois deux forces s'affronter. Une force de repli, c'est-à-dire une réaction à la crise du Covid par plus encore de crispation identitaire, de peur de la différence, d'enfermement dans son petit moi, sa petite communauté. Ça, c'est la force négative. Et il y a une force positive, le désir de se rencontrer à nouveau, d'aller explorer des terrains inconnus, de changer de monde, d'inventer un meilleur monde, d'enfin rencontrer les autres qui nous ont tant manqué. Nous avons voulu interroger notre rapport au lien après cette longue période de distanciation. Qu'est-ce qui nous relie vraiment ? Comment faire société dans ce monde d'après qui se dessine ? Pour tenter d'y répondre, nous avons convoqué philosophes, scientifiques et experts, avec pour mot d'ordre une seule interrogation. Lors du premier confinement, les visites étaient interdites, puis autorisées de nouveau, mais limitées à 30 minutes. C'était difficile d'entendre dire « il est temps que vous partiez » parce que la demi-heure est achevée, en fait. C'est quelque chose de terrible. Oui. Un petit rappel s'impose. Nous sommes faits de liens physiques. Toucher, se déplacer, rencontrer. Tout au long de cette pandémie, ces gestes simples qui fondent notre humanité nous ont été interdits. Pendant ces mois de pandémie, ce qu'on n'a pas du tout fait, c'est créer de nouveaux liens. La distance désincarne, mais plus que ça, elle appauvrit considérablement l'entretien du lien. On a vécu sur le capital de liens précédents, qui est votre histoire, votre capital émotionnel, et vous tirez dessus. Comme tout ce sur quoi vous tirez, comme les comptes en banque, il y a un jour où vous risquez d'être à découvert. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'une relation s'entretient. Welcome back to the Tonight Show. We colored this in. Nous avons tenté de combler ce vide. Le virtuel a été notre bouée de sauvetage. This is where we've been teaching the girls how to read the clock. This is what you do when you're home and you have nothing to do. You work out. Mais en étant connectés aux autres, n'avons-nous pas vécu dans une illusion de lien ? On sait par exemple que les contacts physiques sont très importants pour nourrir justement le sentiment d'appartenance et que le fait de vivre sans contact physique fait monter l'anxiété progressivement. Donc un monde qui serait ad vitam aeternam basé sur le virtuel et les contacts virtuels à distance serait un monde dans lequel on serait en souffrance globalement quand même. On est un peu isolé, on est un peu envieux quand on voit des amis qui sont en coloc. On se fait des apéros en ligne là.
Je ne suis pas certaine que l'interaction soit ce qu'il y a de plus fertile dans nos vies. Moi, je ferai une différence entre la relation et l'interaction. L'interaction, je crois qu'on y est en permanence. Et beaucoup trop, c'est-à-dire il y a des sollicitations multiples. L'email, le téléphone, les infos que je voudrais regarder, ce à quoi je pense, je regarde à nouveau mon agenda. Enfin, tout le monde saura à quoi je fais référence. C'est vraiment ces journées-là où on parle, mais on n'est pas vraiment là. On répond à un tel. Ça, c'est l'interaction. C'est la multiplicité et la vitesse de l'interaction. La relation, c'est autre chose. Cette relation, elle passe par des échanges émotionnels. Ils se font de façon très privilégiée par le langage non verbal. Et bien sûr, on peut le faire en Teams, Zoom ou autre, mais ça n'aura pas du tout le même impact. On est un peu des handicapés de la qualité de l'échange relationnel quand on n'est pas là, l'un face à l'autre, en direct. L'espace virtuel est sans lien. En réalité, dans l'espace virtuel, et on l'a expérimenté, on peut se parler, on a pu faire que des choses se produisent, mais il n'y a pas eu de lien. Socrate était dans la rue, il alpaguait des gens. Vous imaginez ce qu'aurait donné la rencontre que met en scène Platon dans son livre Le Banquet, où c'est Socrate qui rencontre ses interlocuteurs. Qu'est-ce que ça aurait donné en virtuel ? Il n'y aurait pas eu de rencontre, parce que nos pensées, elles doivent s'entrechoquer, elles doivent se rencontrer, elles doivent partager un même espace. On le voit bien, je trouve que le virtuel fait que les choses se juxtaposent, mais elles ne se mêlent pas. Vous allez percevoir l'autre quand vous allez l'avoir en face de vous, et dans ce que vous ressentez par rapport à l'autre, par rapport à votre intuition de l'autre. On ne s'en rendait pas compte, c'était une évidence. J'ai un collègue à côté de moi, on se voit tous les jours, on a l'impression qu'on ne se dit pas grand-chose. Et en réalité, on a un lien très fort parce qu'on a vécu des moments ensemble, on se parle beaucoup plus qu'on ne pense, on se soutient. Et quand je suis tout seul face à ma machine, cette partie-là qui me semblait, auquel je ne faisais même pas attention, qui était une évidence, elle a disparu. Pourtant, malgré cette évidence, nous avons décidé d'intégrer de plus en plus de virtuel à nos modes de vie. Et nous sommes en train de promouvoir la distanciation. Plus de 4 milliards de minutes de visioconférence en une seule journée en avril. Les gens ont découvert une autre façon de collaborer, peut-être de façon plus intelligente, plutôt plus pratique, plus productive. Et si ce n'était qu'un leurre ? À l'image de ces lieux de rencontre, dont les portes sont restées closes si longtemps, ce dont nous avons le plus manqué, c'est d'espaces physiques partagés. L'espace, c'est du mouvement. Et vous voyez, peut-être que c'est surprenant parce que si je vous demande de vous représenter l'espace, vous voyez quelque chose de statique ou alors une architecture. Et moi, je pense tout le contraire. Je pense que l'espace, c'est le mouvement. Pourquoi ? Parce que, d'abord, le mouvement, c'est la vie. Dès que le mouvement s'arrête, l'immobilité, l'immobilisation, tout ce qui fige nos vies est mortifère. Mouvoir et émouvoir. En latin, en fait, il n'y a qu'un mot, movere, mettre en mouvement. Mais c'est ça l'émotion, c'est du mouvement intérieur, ou c'est du mouvement que je vais susciter. Tout cela nous semblait acquis. Nous n'avions pas mesuré à quel point notre liberté d'aller et venir, notre liberté d'être physiquement présent, est essentielle à nos relations, mais aussi à notre capacité de réflexion. Vous avez un philosophe comme Montaigne qui passait beaucoup de temps à cheval et qui disait que jamais il n'avait aussi bien pensé qu'à cheval. Parce que pour lui, la vie doit être un voyage et la pensée doit circuler. Et vous avez un héritier d'une certaine façon de Montaigne, qui est tout aussi radical, c'est Nietzsche, qui disait que le véritable péché contre l'esprit, c'est d'être assis, c'est des pensées assises. Pour lui, les idées, il ne faut faire confiance qu'aux idées qui sont nées en plein air. Dans notre vie numérique, nous ne laissons plus vraiment de place au hasard. Tout est minuté, organisé, formalisé. En pensant optimiser nos relations, ne sommes-nous pas en train de passer à côté de quelque chose d'essentiel ? C'est quelque chose qu'il n'y a pas eu, qu'on a complètement perdu dans l'épidémie, qui est l'aléa. Dans la vie quotidienne, vous êtes dans un environnement de travail, vous croisez des gens. Ah tiens, ça fait plaisir de te voir.
Je l'ai croisé dans le couloir, il faut que je te parle de telle chose, je commence à discuter avec lui, et j'échange, et l'aléa est heuristique, il me permet de trouver des choses. Je crois que plus que jamais, nous avons compris ce que voulait dire la mise en présence. Ne pas seulement répondre présent, mais donner du poids à sa présence. Je me rends attentif à l'autre, parce que l'autre aussi est en présence. Et donc, du coup, il n'y a pas seulement moi qui réponds présent, il y a vous qui êtes là aussi. Et c'est pas simplement l'addition de vous et moi. En fait, le fait d'être en présence fait nécessairement qu'il y a du nouveau, de l'inattendu, de l'imprévu, et que le tout est plus grand que la somme des parties. C'est pas un tout numérique, c'est un tout organique. C'est ce tout que nous formons à être ensemble. Vivre à distance les uns des autres est donc contre nature. Pourtant, on l'a vu, dans un monde où l'autre est souvent vu comme une contrainte, voire une menace, certains s'accommodent très bien de se priver de nouvelles rencontres. Le confinement, ça peut devenir une addiction. On peut trouver ça extrêmement confortable, je suis dans mon petit monde, je suis exposé à rien, je vis des choses de chez moi. Je reprends cette phrase de Sartre, l'enfer c'est les autres. Les autres peuvent être un enfer parce qu'ils sont les autres. Les autres, c'est l'altérité. Et alors, l'altérité peut être un problème parce que l'autre n'est pas comme moi, parce que l'autre n'est pas moi, et parce que l'autre ne fait pas ce que je voudrais qu'il fasse. C'est un autre. Je sais que chez moi, je ne fais face à aucun conflit. Je suis dans un cocon et il y a rien qui peut venir me menacer, en fait. L'altérité, c'est le fait que l'autre me confronte à une différence et me pousse à ne pas me refermer sur moi, mais à m'ouvrir. Et on voit bien que l'un des effets de ce qu'on a vécu, c'est au contraire le fait que les individus se sont refermés sur des communautés, sur les différents réseaux qui les confortaient dans ce qu'ils pensaient, dans leur manière de voir les choses, et ils ont fermé complètement, ils se sont fermés à l'altérité. On voit bien tous les dangers que ça comporte, mais le premier danger, c'est pour soi. Quand je ne suis plus que du même à moi-même sur moi-même, ça a un nom, ça s'appelle la vieillesse. Ça veut dire que je ne suis plus capable de m'adapter à la différence, à la nouveauté. Nous, les animaux humains, nous sommes faits pour aller chercher, trouver notre vérité hors de nous-mêmes. Le mouvement d'une existence est un mouvement par lequel on sort de soi pour espérer se rencontrer en rencontrant ce qui n'est pas soi, qui peut être autrui, évidemment, mais aussi un animal, mais aussi une autre culture, un autre paysage, une autre idée, un autre livre. Eh bien, nous sommes les seuls vivants à avoir besoin de nous extérioriser, de nous exprimer, d'exister au fond dans cette sortie de soi. Et donc, nous sommes de bien étranges animaux, capables de rater leur vie, de passer complètement à côté d'eux-mêmes s'ils sont passés à côté des autres. Nos liens ont été profondément transformés par cette crise. Beaucoup d'entre nous ne sont plus prêts à accepter la rencontre à n'importe quel prix, surtout si elle est contraignante. Nous avons expérimenté une nouvelle manière de vivre, et pour certains, changé de paradigme. Un des effets bénéfiques de la période qu'on vient de passer est vraiment lié au fait que, d'une certaine façon, on a ralenti. Cette expérience que nous avons eue des portes closes en réalité, de rester chez soi, ça nous a fait comprendre qu'il y avait aussi une vie intérieure. C'est peut-être la vie qu'on vit le moins. Paradoxalement, cette vie intérieure, ce mouvement, cette espèce de ressac intérieur que nous avons en nous, nos pensées, nos tracas, les choses qu'on n'avouerait jamais, cette vie-là, je crois que c'est celle qui est la plus pénalisée dans notre vie quotidienne, où effectivement on mène une autre vie, c'est celle dont je parlais, c'est une vie d'enchaînement, où on a l'impression que la journée c'est une case vide, qu'il faut absolument la remplir et qu'on va la remplir en enchaînant. Dans le silence et dans l'espace de nos maisons dans lesquelles on devait rester, on a découvert cet autre espace qui est l'espace intérieur. Et je crois que cet espace-là, c'est celui que nous négligeons le plus. Pascal, il reprend ça à Montaigne, qui disait qu'il faut avoir une arrière-boutique à soi. Donc la philosophie, c'est ça, c'est faire ce mouvement de
de retrait. Certains lisent, découvrent l'ennui et ses vertus, d'autres se plongent un peu trop dans le frigo. Et puis il y a les sportifs. Dans notre société où tout n'est qu'accélération, le temps c'est comme suspendu. Finalement, c'est un luxe suprême, hein. C'est quelque chose de très très rare d'avoir du temps. Sénèque dit, le temps, on n'en a jamais assez. En fait, on manque fondamentalement de temps. Le temps, la façon que nous, humains, avons de l'appréhender, c'est sur le mode du manque. Le temps, c'est ce qu'on n'a pas. Et Sénèque dit ça, vos amis même vous volent de votre temps. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on en a fait ? Qu'avez-vous fait de votre temps pendant cette période ? Est-ce que vous l'avez utilisé pour vous mettre à plus lire, plus écrire, plus réfléchir, plus passer du temps en famille, plus quoi ? En fait, dans ce temps-là, qui dure, qui prend du temps, j'ai une chance de me rencontrer moi-même. En retrouvant du temps pour réfléchir, nos aspirations ont changé. Il y a des gens qui se sont dit, mais en fait, cette crise m'a obligé à avoir un peu de temps de réflexion. Je ne peux plus avoir cette vie de con. Je ne peux plus faire 1h30 d'embouteillage pour aller dans un endroit où je suis devant mon ordinateur à envoyer des mails. Et tout simplement, plus encore, je ne peux plus faire ce métier qui n'a pas de sens. Il était développeur web en région parisienne. Il devient aujourd'hui maraîcher. À 47 ans, c'est un retour à la terre. C'est vraiment le début, on est au commencement de l'aventure. Ce besoin de sens est devenu un Graal, une quête, qui a rendu beaucoup d'entre nous plus exigeants. Au niveau individuel, chacun d'entre nous, c'est un peu comme si on avait eu une longue maladie. Et à la fin, on n'est pas mort, on a réfléchi, on a découvert des trucs, on a appris à se servir de Zoom, etc. On a communiqué dans la famille avec le numérique, on a communiqué dans l'entreprise avec le numérique. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça, objectives, qui ont changé. En France, il y a 10 métropoles qui font 61% du PIB. Mais on n'est pas obligé d'y habiter. C'est vrai qu'on a une partie des collaborateurs qui aujourd'hui nous disent moi j'ai plus trop l'intention de revenir sur site puisque tu as vu je suis complètement autonome, etc. Et donc j'envisage de déménager et d'aller travailler en Bretagne ou en tout cas dans une autre région. Que répond l'entreprise à ça ? Et aujourd'hui on est confronté à des multitudes de demandes individuelles de cette nature-là. On a basculé, je crois, dans un autre monde où peut-être les gens vont se demander quel est le sens de leur travail, beaucoup plus qu'avant. Peut-être avant la question du revenu. Comme toujours, ça dépend de quelle relation on parle. Hein. Mais je pense que cette question du sens va devenir très prioritaire. Et je pense que, si vous voulez, on s'est rendu compte que l'homme n'était pas maître et possesseur de la nature. Ça rejoint la préoccupation environnementale. Pour beaucoup de jeunes notamment, qui se disent est-ce que ça sert à grand-chose de continuer à vivre dans une logique productiviste, à se fatiguer tous les jours, à avoir une vie qui est rythmée par les transports, par les écrans, par les horaires pas possibles, si dans 10 ou 20 ans, on est exposé à d'autres pandémies et puis tout ce qu'on nous annonce, c'est-à-dire les pénuries liées au réchauffement climatique, les pénuries d'eau, les migrations climatiques, tout ce qui va fatalement arriver. Et donc, tant pis, je vais peut-être renoncer à certains emplois pour aller vers une forme de sobriété, mais en me projetant davantage dans l'avenir. Et là, la dimension de projection dans l'avenir, ça, c'est quelque chose qui a un lien avec le sens. Cette révolution des consciences et des aspirations a été rendue possible grâce à un mot qui s'est imposé comme un mantra durant cette période. Le télétravail. Longtemps évoqué, rarement appliqué, la crise sanitaire l'a tout simplement imposé, et cela a tout changé. Tous les gens qui étaient sceptiques, qui ne voulaient pas entendre parler, ils n'ont pas eu le choix. De toute façon, c'était obligatoire. Et il y a eu une espèce d'enthousiasme. Ça marche. Et en plus, on fait des réunions où on est straight to the point, on va vite, on se passe les infos qu'il faut, on est beaucoup plus pragmatique. C'est formidable. Les patrons ont découvert qu'on pouvait être productif quand ils ne nous voyaient pas. C'est con de dire ça, mais en fait, la plupart des patrons, ils pensaient que s'ils ne voyaient pas le salarié, ils ne foutaient rien. Et puis à un moment, on s'est rendu compte que la productivité augmentait de 22%. Et qu'en réalité, le travailleur, il gagne du temps sur les transports, il a toujours peur de ne pas être assez productif. Il ne demande jamais d'heures supplémentaires. Désormais, le groupe souhaite que tous les salariés hors production, par exemple l'administration ou la recherche et développement, travaillent depuis chez eux. Des grands groupes ont décidé de pérenniser le télétravail. Mais une fois passé l'enthousiasme des débuts, une autre réalité est apparue. Fin de l'été 2020, on commence à avoir des gens qui vont mal, et puis on voit que
Il y a des tas de choses qu'on faisait bien, qu'on fait plus bien. Donc, il y a des aspects très positifs du télétravail. Et en même temps, on voit bien que c'est surtout pas la panacée. C'est une négation de l'individu, ou plus exactement, c'est un usage de l'individu comme unité de production autonome, mais plus comme un individu faisant partie d'une communauté et apportant bien autre chose que purement sa capacité de travail. Salut Nico. C'est avec plaisir que Nicolas Le Pochat retrouve ses collègues. Il a passé 10 semaines confiné en télétravail dans son appartement parisien. Ce qui était difficile sans aucune contestation, c'est l'isolement. Pourtant, le modèle du futur se dessine. D'après une étude du Boston Consulting Group, 2/3 des salariés plébiscitent une organisation du travail hybride avec 2 jours de télétravail en moyenne. Pour la première fois de l'histoire, des millions de salariés vont passer chaque semaine plus de temps hors de leur entreprise qu'à leur bureau. Dans cette nouvelle configuration, comment maintenir le lien ? Comment cultiver l'engagement des collaborateurs ? Avec cette crise, nos salariés se sont segmentés. Et ce qu'on voit, c'est que l'entreprise qui intervenait sur le collectif au départ est de plus en plus sur l'individuel. C'est d'une complexité énorme de gérer toutes ces individualités, contrairement à cette période d'avant où on raisonnait sur le collectif. Mais cependant, aujourd'hui, les salariés, les candidats, c'est ce qu'ils demandent. L'entreprise est considérée aujourd'hui comme un lieu du care, du secure. Et donc ces salariés, ils arrivent sur un site où ils savent qu'on va prendre soin de leur santé, de leur sécurité. Et ce qu'on voit, c'est que l'entreprise intervient peut-être ou redevient un peu plus paternaliste qu'elle ne l'a été précédemment. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce une tendance qui va se confirmer ? Ça, on n'a pas la réponse aujourd'hui. Mais cependant, il y a une grosse évolution par rapport à l'avant-confinement. Ce nouveau lien que représente le care sera-t-il suffisant pour maintenir l'esprit d'aventure collective de l'entreprise ? Ce qui est très intéressant, c'est que quand on voit que quand une personne sent qu'elle fait partie d'un groupe soudé, son cortex singulaire antérieur est également très très rassuré. Exactement de la même façon que lorsqu'il trouve du sens. Le sens et le sentiment d'appartenance convergent sur cette partie du cerveau. Donc quand on partage un sens commun dans un petit groupe d'individus, on se sent appartenir aussi et on se sent apaisé dans un monde qui par ailleurs semblerait indéchiffrable, incontrôlable, donc angoissant. Maintenir le lien avec ses salariés est pour l'entreprise une nécessité. Et pour cela, elle doit sacraliser un espace commun. L'entreprise, cette idée qu'on regroupe des personnes qui n'ont rien à voir ensemble pour un même but, doit se matérialiser dans un lieu. On a besoin quand même d'un lieu physique, un peu comme un totem, un endroit où on se retrouve, un endroit où finalement la rencontre physique fait germer d'une créativité ou des choses qui émergent et qui sont plus difficiles à générer en fait à distance. Même les entreprises de la tech, qui sont plutôt quand même plus culturellement prêtes à évoluer vers des modèles virtuels forts, même elles reconnaissent en fait la valeur et la vertu de la serendipity en anglais, qui est voilà, je te croise au hasard et tiens, j'ai une idée en te voyant. L'entreprise en tant que lieu doit se réinventer dans le sens où elle doit donner envie, ce qui est très nouveau. Jusqu'à présent, il n'y avait pas le choix. Donc, on arrivait dans des locaux, on était embauchés, on était super content d'être embauchés. Bon, c'est un peu crado les locaux, mais au moins je suis embauché. Le bureau n'est pas mort, il faut le penser différemment. Il faut l'organiser autour de ce que j'appelle des cas d'usage, et des modes de consommation du bureau. C'est-à-dire que je vais avoir des espaces où je vraiment fais uniquement pour faire du brainstorming en équipe. Je vais avoir des espaces pour passer des coups de téléphone privés. Je vais avoir des espaces, des petits espaces où j'ai pas besoin d'être 10 dans la pièce, mais c'est des meetings plus intimistes. Je vais avoir des espaces où les gens vont pouvoir venir se relaxer, faire de la méditation, se ressourcer. Il y a un vrai besoin autour de ça dans les aménagements de locaux. Des espaces collaboratifs informels, c'est-à-dire la machine à café. Mais pas que la machine à café. Eh bien, il faudrait se dire que nos journées vont être des voyages.
que, allez, soyons fous, que nos réunions de travail vont être un voyage, c'est-à-dire veiller sans cesse à y mettre du mouvement et donc à être attentif à l'espace qu'on dégage. Moi, parfois, j'arrive en tant que philosophe dans des entreprises, on me demande une conférence sur l'être ensemble. On me fait des tonnes, les valeurs, nous ce qui compte c'est de l'être ensemble, nous ce qui compte c'est le lien, ce qui compte c'est la convivialité. Et là, je découvre que les réunions ont lieu dans des salles aveugles qui se ressemblent toutes dans un couloir et qu'il faut aller réserver sa salle dans un guichet sordide et que donc le lieu dévolu à l'être ensemble, dans l'entreprise qui en fait des tonnes sur l'être ensemble, est un lieu sordide, non personnalisé, non esthétique, sans machine à café, sans jolies plantes, sans décoration, sans tableau, sans lumière, avec des néons. Alors parfois, je mets les pieds dans le plat. Je leur dis, mais vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte que vous m'invitez à faire une conférence sur l'être ensemble dans un lieu où on ne peut pas être ensemble ? Entre les paroles et les actes, demain, il ne sera plus possible de se raconter d'histoire. Je pense que les entreprises qui n'auront pas fait le switch sur le changement managérial, le switch sur le télétravail, le switch sur le lieu de travail et la possibilité d'être beaucoup plus flexible, je pense que ces entreprises, elles ne seront plus à la hauteur de ce qui est proposé sur le marché. Et donc les candidats n'iront pas forcément vers ces entreprises-là. La bataille des talents, c'est la bataille du 21e siècle. Donc, certaines entreprises ont commencé à le comprendre, mais ça va être une bataille terrible. Plus qu'un lieu physique, il va falloir réenchanter l'entreprise pour nourrir le lien avec les salariés et en faire un lieu inspirant et respirant. Eh bien, construire tout ça, réélaborer tout ça dans un monde dans lequel tout le monde s'est éparpillé et a des attentes qui sont différentes, ça va être gigantesque comme défi. L'entreprise est-elle prête à relever ce défi ? On est encore au tout début de l'histoire. Cette interrogation sur le collectif au travail et comment revenir sur ce collectif, bien sûr que c'est une préoccupation majeure, un enjeu majeur. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les réponses. Tout reste à construire. Les entreprises ont rendez-vous avec l'histoire et pour cela, la communication a un rôle majeur à jouer. La question du lien a toujours été absolument fondamentale. C'est le fondement de la communication. C'est de générer de la confiance, de générer du sens pour les salariés et puis finalement générer de l'engagement pour l'entreprise. Il faut être près des gens, il faut leur dire, il faut communiquer avec eux. Donc une forte intensité de communication est nécessaire dans cette période et dans une période après où il y aura de l'hybride à plus forte dose qu'avant. Il faut être là en fait. Il faut être là institutionnellement, il faut être là au niveau des équipes et il faut être là individuellement auprès des personnes. La communication au service de l'histoire commune, tout le monde en a-t-il conscience ? À en juger par les réactions de certaines directions générales pendant la crise, il y a encore du chemin à faire. Ce qu'on a appris quand même dans cette crise, c'est que on avait le sentiment que la communication en entreprise était bien installée, que tout le monde était d'accord pour dire que c'était essentiel, pour engager les collaborateurs, pour faire valoir la responsabilité des entreprises, pour évoquer la raison d'être. Eh bien, tout d'un coup, on s'est retrouvé devant des directions générales qui ont repris des recettes d'un autre âge, en sabrant les budgets de communication, en annulant des campagnes de publicité dans des médias sans tellement penser aux conséquences de tout ça. Et donc, le message qu'on peut quand même passer, c'est que revenons aux fondamentaux. La communication en entreprise, elle est absolument essentielle. Mais au-delà de cette nécessité, n'y a-t-il pas une opportunité plus grande ? Dans ce monde en plein doute, où l'information est sans cesse remise en cause, sur les pancartes de ces manifestants, il est un objet liberticide. Où la parole publique est parfois hystérisée, l'entreprise n'est-elle pas appelée à jouer un rôle social plus grand qu'elle ? Lieu du vivre ensemble par excellence, cette agora moderne apparaît indispensable au fonctionnement démocratique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? C'est quand vous et moi, d'individus privés, avec notre petite vie, nos intérêts, nos égoïsmes, eh bien nous devenons des citoyens parce que nous partageons un même espace. Ce même espace, évidemment, l'agora le symbolise parce que c'est pouvoir être ensemble et faire que ma voix compte.
En entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se mettre d'accord sur un constat à 80 ou 90%. Le principe de réalité est quand même extrêmement solide. Alors que dans le reste de la société, le principe de réalité n'est plus là. À partir du moment où il y a une crise du lien social dans quasiment tous les lieux qui ne sont pas l'entreprise, crise religieuse des églises, des différentes églises, crise de la cellule familiale, crise politique, de l'agora politique, l'entreprise est réévaluée dans son rôle social, son rôle d'initiateur de rencontres et son rôle de favoriser le lien social. Du coup, il faut qu'elle assume cette mission, il faut qu'elle porte en elle le sens de l'être ensemble et qu'on soit régulièrement heureux de se retrouver au même endroit. Dans ce monde d'après, l'entreprise va devoir endosser sincèrement ce rôle politique. Mais sera-t-elle à la hauteur de cette nouvelle responsabilité ?